présence de Fulcanelli. Est-il donc possible d'avancer l'idée que Fulcanelli est totalement, intégralement, non seulement viride, mais véridique? Pour Cancelliere, il est au moins relativement, nous dit-il, parmi les auteurs anciens et les écrivains modernes, Fulcanelli est sans conteste l'un des plus sincères et des plus convaincants. Il établit la théorie hermétique sur des bases solides, l'étaye de faits analogiques évidents, puis l'expose d'une manière simple et précise. La question est d'importance. Aussi notre réponse personnelle devra-t-elle être mesurée. Nous écrivons pour tous, explique Fulcanelli, mais tous peuvent ne pas être appelés à nous entendre. Les initiés savent ce dont nous entendons parler, ajoute-t-il à la fois clairement et cryptiquement. Selon moi, il est évident qu'il est plus véridique que bien d'autres, puisqu'un de ses objectifs est précisément de restaurer la science alchimique dans son intégrité. Écoutons Cancelliere. Parmi tous les meilleurs auteurs, il ne s'en trouve pas un qui ait traité du grand œuvre dans la totalité du processus, ni surtout qui ait observé l'ordre des opérations. C'est là, commun au corpus classique de l'alchimie, le principe auquel l'adepte Fulcanelli fut l'un des très rares philosophes à ne pas se soumettre vigoureusement. Il a poussé le détail de la pratique bien plus loin que tout autre. Mais Cancelliere reconnaîtra lui-même que sur certains points de cette pratique, notamment pour le début de l'œuvre, Fulcanelli s'est parfois montré elliptique ou sibyllin, autrement dit jaloux, voire envieux, c'est-à-dire parfois trompeur. Si Fulcanelli a rassemblé les éléments de la science traditionnelle, pour autant, il ne faudrait pas croire qu'elle fut mise à la portée de tous. Il faut tout rendre blanc philosophique, les auteurs le disent. J'en ai parlé moi-même, parce que Fulcanelli n'en a pas parlé. Là, il s'est montré envieux, nous dit le maître de Savigny. Lequel Cancelliere va encore plus loin, puisqu'il avance à demi-mot l'idée que Fulcanelli puisse parfois se montrer sophistique, louant à la fois ses connaissances de praticien hors pair et quant au danger de divulgation, son habileté de rhétoricien hermétique rompu au commerce des anciens auteurs. Le maître de Gênes reconnaît d'ailleurs lui-même qu'il n'est pas tout à fait complet. Fidèle à la règle que nous nous sommes imposée, nous limiterons notre explication aux points importants de la pratique, en évitant avec soin de substituer de nouvelles figures à celles que nous aurons dévoilées. La discipline philosophique, ajoute-t-il cette fois tout à fait clairement, nous interdit de révéler le mystère en entier. Cet enseignement secret, précise-t-il encore, il s'efforce de le rendre utile en fournissant la matière de ce qui constituait jadis l'initiation première, c'est-à-dire l'initiation verbale. Signe des temps, probablement, notre adepte considère visiblement que de nos jours, la rencontre d'un disciple avec un maître est devenue de moins en moins probable. De plus, Fulcanelli, à l'inverse de Cancelliere, ne livre pas à l'étudiant un schéma supposé clair et linéaire du travail au laboratoire, si vous voulez bien me pardonner cet innocent pléonasme. Mais ce travail n'est-il pas également circulaire? Sa méthode est différente de celle qui a été employée par ses prédécesseurs. Elle consiste à décrire par le menu toutes les opérations de l'œuvre après les avoir séparées en diverses parties. Il prend ainsi chacune des phrases du travail, en commence l'explication dans un chapitre, l'interrompt pour la poursuivre dans un autre et pour la terminer en un dernier endroit, reprend Cancelliere. Le disciple de Savigny est ici encore fidèle au maître de la pierre,
puisqu'il ne fait en écrivant ces lignes explicatives que paraphraser ce dernier. C'est le grand mystère que nous avons fréquemment touché au cours de cette étude en le morcelant au hasard des emblèmes, afin que seul l'investigateur perspicace puisse en connaître les qualités. Certes, on peut discuter et critiquer ce travail, plus ingrat qu'on ne saurait le croire. Toutes les vérités, assure-t-on, ne sont pas bonnes à dire. Nous estimons, en dépit du proverbe, qu'il est possible de les faire comprendre en employant quelques finesses de langage. Nous dit Fulcanelli. Ésotérisme oblige, c'est donc toujours bien aux chercheurs, aux studieux de l'arcane, aux stagiaires de notre ordre, dixit Fulcanelli, de faire l'effort qui convient pour découvrir ce qui n'est que suggéré et pour ce désordre apparent en forme de pulse, dégager une organisation réelle de leur propre labeur. Tel est le message de Fulcanelli, qu'il adresse d'abord en bon cosmopolite, mais aussi en ésotériste convaincu, à tous ceux-là qui sont fils de science et qu'il peut donc, quelle que soit leur nation d'origine, appeler à bon droit alchimistes, mes frères. L'adepte prévient. Nous ne parlons point à quelques disciples sûrs et éprouvés, dans l'ombre d'un sanctuaire clos, devant l'image d'une vénérable Cérès ou de l'Isis sacrée, assise sur le bloc cubique. Nous discourons au seuil du temple, sous le péristyle et devant la foule, sans exiger de nos auditeurs aucun serment préalable. Amoureux, jaloux, des trésors de leur belle alchimie, ces chevaliers servants se sont souvent appliqués à eux-mêmes le qualificatif peu usité dans cette acception d'envieux. Cancellier n'a pas à hésiter à écrire que Fulcanelli, finalement, a dû se soumettre à cette règle particulièrement contraignante pour lui dans le cadre d'une entreprise grandiose entre toutes. Il a lui aussi respecté l'ancestrale obédience. Au demeurant envieux, Philalèthe le fut, comme le furent Saint Didier et récemment Fulcanelli. Comme il est possible, après tout, que nous le soyons un peu nous-mêmes, concluait malicieusement le maître de Savigny. Pour lui, ce caractère envieux est propre à tout philosophe, qu'il soit ou non classique. Lequel Cancellier n'a pas manqué de conseiller amicalement à ses propres élèves, n'écrivez pas plus. Sur le grand œuvre, ne révélez pas davantage que je ne l'ai fait après Fulcanelli. C'est bien que son maître et lui, pour mener à bien leur entreprise commune de transmission de la parole perdue, ont dû constamment prendre le risque énorme de côtoyer, voire tangenter la répréhensible et même notoire divulgation. Nous n'avons pas voulu, explique ainsi Fulcanelli, suivre la vieille méthode par laquelle on donne une vérité, exprimée paraboliquement, accompagnée d'une ou de plusieurs allégations spécieuses ou frelatées, pour égarer le lecteur incapable de séparer le bon grain de l'ivraie. Nous ne pensons pas qu'on nous reprochera jamais d'avoir écrit un tel mensonge. Pour Otero, il est manifeste que Fulcanelli tient cet engagement. Il est jaloux, sans être jamais menteur. L'auteur du mystère et des demeures nous remet cependant dans le même temps cet apophthegme d'Artephius, le fils de l'art. Notre art est entièrement kabbalistique, et il termine ce passage entier par lui consacré au procédé qu'il a mis en œuvre en approuvant « Toutes les vérités, assure-t-on, ne sont pas bonnes à dire. Nous estimons, en dépit du proverbe, qu'il est possible de les faire comprendre en employant quelques finesses de langage. Parfois, en présence de l'impossibilité où nous nous trouvions d'aller plus loin sans violer notre serment, nous avons préféré le silence aux allusions décevantes, le mutisme à l'abus de confiance. Impossibilité encore une fois toute relative. Comme l'a relevé Courgeot,
Fulcanelli a donc bien créé, ou du moins remis au goût du jour, une véritable pédagogie de l'alchimie. C'était l'habitude, sinon la règle des anciens auteurs, qu'ils rédigeassent leurs traités de façon que toutes les parties de l'enseignement y fussent dispersées et brouillées comme les pièces disjointes d'un jeu de patience qu'il faut s'appliquer à réunir. Nous dit Eugène Cancelier, et Fulcanelli d'enchaîner: nous cherchons à bien imiter la manière traditionnelle d'écrire des philosophes afin qu'on puisse expliquer les anciens par nous et nous contrôler par eux. À notre adepte, jusqu'à nous prévenir, ô combien charitablement, qu'en alchimie, et notamment en exégèse alchimique, aucun détail, même le plus infime, le plus apparemment anodin, ne doit être négligé. Venceslas Lavinus de Moravie donne le secret de l'œuvre en une quinzaine de lignes dans l'énigme du mercure philosophal que l'on trouve au traité du ciel terrestre. Et il en est des illustrations comme des textes. Aucun détail n'est superflu en iconographie hermétique. Si le mystère des demeures philosophales a été chronologiquement, comme nous l'avons vu précédé, par celui des cathédrales séculières, Fulcanelli a peu traité en définitive des logis alchimiques plus anciens encore. Comme l'alchimie est traditionnellement considérée comme plusieurs fois millénaire, on peut penser que cette importante question devait être mieux abordée dans le travail retranché du Finis Gloriae Mundi. Dans l'Occident chrétien, les monastères réguliers des oratores furent sans doute des lieux privilégiés de la transmission du savoir alchimique issu de l'Antiquité orientale et parvenu jusqu'à nous par le truchement des bellatores, chevaliers croisés et des réfugiés byzantins d'une part, et d'autre part par celui des Andalous hispano-mauresques et des commerçants italiens, en particulier génois et vénitiens. Pour les grandes villes dont les sommets nouveaux vont s'élevant, les louanges qui créent la gloire s'envolent par-dessus les cieux. Les livres des anciens poètes les célèbrent et l'on ne peut compter l'or de leurs innombrables richesses. Ce monastère rustique que tu vois, sous son toit champêtre et bâti dans la solitude, les surpasse en noblesse. Il porte les fleurs des saintes études, il médite assidûment les règles de la sagesse divine et réfléchit sur les paroles cachées des anciens. Nous dit Alcuin. Bien des moines médiévaux appartinrent donc de fait au troisième ordre social du Moyen-Âge, celui des laboratores. De cette tradition qui se perpétua, Fulcanelli fut sans nul doute informé. Sur les manifestations monumentales et notamment scripturaires de l'alchimie antique, nul doute également qu'il correspondit avec un érudit de ses amis, l'archéologue et cryptologue Sostène Grasset d'Orsay, dont il semble impossible actuellement d'obtenir le moindre portrait, ce qui est tout de même curieux. Pour Otero, cette correspondance épistolaire fut même assidue, en particulier au moment de la guerre de 1870. La correspondance de Grasset d'Orsay, quant à elle, aurait, il y a quelques mois ou quelques années, été achetée pour tout ou partie par un amateur resté anonyme. Sa correspondance avec le commandant du Génie Levet, qui fut un maçon également familier de Papus, mentionné par Geneviève Dubois après le libraire d'Orbon, présente en tout état de cause un intérêt particulier qui n'a pas dû échapper à Richard Ketzin. Il en ressort en effet notamment que pour Grasset, les dessins de certains journaux satiriques de son temps, comme Le Chat Noir, étaient, sous la direction occulte de Louis le Grand et Carandache, dont les planches sont exclusivement grimoriées. On sait de fait que pour Ketzin, le cabaret du Chat Noir, qui cite d'ailleurs notre adepte dans son œuvre écrite, fut pour Fulcanelli une sorte d'antre. Un Britannique préférerait probablement le terme de club.
De même, Fulcanelli correspondit manifestement et plus ponctuellement avec le docteur Texier au sujet de Dampierre et le chanoine d'Urville à propos de Nantes, et sans doute avec d'autres encore, comme cette dame de Bourges non nommée. Fulcanelli s'adressait toujours aux sources locales, aux archives les plus oubliées, avant d'écrire quoi que ce soit au sujet d'un individu, d'un lieu ou d'un thème étudié. Nous dit Jean Laplace. Mais qui plus est, selon Cancelier, Fulcanelli connut en fait Grasset d'Orsay. Uniquement phonétique, la Kabbale constitue un parler secret qui fut mis en lumière par Grasset d'Orsay tout d'abord, puis par Fulcanelli dans ses 2 ouvrages. Bernard Allieu ajoute que, de fait, Fulcanelli était reçu par Grasset. Pour Laplace, il en était ami. Il y aurait tout un volume à écrire sur les rapports complexes que l'alchimie entretient avec la cryptographie, rapport auquel René Allo a consacré un brillant article. Si le langage alchimique, nous l'avons vu, reste avant tout un code, il peut arriver également de rencontrer d'anciens textes alchimiques chiffrés. Et curieusement, bien des alchimistes se retrouvent ainsi mentionnés dans les histoires de la cryptographie. Le Bourbonnais Blaise de Vigenère, qui pour nous reste avant tout l'auteur d'un précieux traité du feu et du sel, peut en être retenu comme un exemple emblématique.